Hitler avait le même. Oui, mais enfin, je veux dire, Mitterrand avait des astrologues aussi. Le problème est que là, si on entre là-dedans, sur l'astrologie par exemple, on gagnerait du temps en citant ceux qui n'ont pas d'astrologue. Hein. Ça aussi, il y a un truc faux. C'est une remarque qui est faite par Villiers, qui a écrit ce texte, un texte en 1946 qui s'appelle je ne sais plus quoi, in Naziland. Vous voyez ce texte? Ah oui, Pseudo-Science in Naziland, oui, bien sûr. Oui. Il dit, oui, de Villiers, la façon la plus simple d'aborder tout ça, ça serait juste de s'intéresser à l'astrologue d'Hitler, qui s'appelait le docteur Führer, comme par hasard, et qui était le même celui qu'Himmler, mais je vais vous parler d'autre chose, et c'est là qu'il enchaîne sur... Voilà, mais d'ailleurs cet article est cité, c'est l'article qui est à la base, hein, pendant longtemps, ça a été quasiment la seule source, hein. C'est la base de toute la partie ésotérisme d'asile du 21e magicien, il y a presque tout dedans. Hein. Oui, c'est vrai que c'est il danse, hein. D'ailleurs, je ne suis pas sûr qu'il le cite. Je ne me souviens pas, mais je sais que Berger le cite et c'était un grand admirateur de Villiers, qu'il a cité plus d'une fois par ailleurs. Hein. De ce côté-là, voilà. Mais Villiers, oui, c'était. D'ailleurs, Villiers, c'est aussi un des créateurs de la cryptozoologie en même temps. Hein. Oui, bon, Ah oui, c'est un personnage extrêmement intéressant. Oui. Et en fait, ils ont visiblement, il y a des références apparemment qui ne sont pas exactes, etc. Mais ils n'ont pas raconté tant de conneries que ça dans cette deuxième partie, j'ai l'impression, a posteriori. Pas tant que ça, c'est l'importance qui est donnée qui est sans doute... Oui, mais même à ce niveau-là, ils disent effectivement, notre position c'est de penser que tout ce qui s'est passé n'est pas motivé que par des causes politiques, sociologiques, historiques, et qu'il y a sans doute une dimension fantastique à travers l'occultisme. Mais moi, à la lecture du bouquin, je ne ressens pas qu'ils disent c'est la cause majeure. Non, c'est exact, hein, ce n'est qu'une... C'est pour ça que je trouve qu'ils ont été... beaucoup critiqué là-dessus, peut-être pas à très juste titre. Je pense que c'est effectivement, sur ce point-là, notamment, je pense que c'est pas la critique était excessive et injuste. Mais c'est vrai que la démarche du Matin des magiciens est tellement... c'est un fourre-tout tout de même aussi, donc c'est un peu difficile. Voilà, ça le fait... Voilà, c'est embêtant parce que même... Bon, si on est de bonne volonté, c'est assez embêtant de faire un essai sur des sujets, on va dire graves, moins qu'on puisse dire. Pour le moins, hein, voilà. En même temps, dans l'essai... Il y a des nouvelles de science-fiction et fantastique. C'est pas que la littérature fantastique et de science-fiction, dont je suis moi-même fanatique, ne mérite pas l'attention. Mais c'est tout de même un petit peu un problème au niveau d'une démarche historique. Hein? S'il y a quelque chose à dire sur le lien entre la littérature et éventuellement la politique, l'idéologie, le mysticisme, etc., il y a à dire. Mais on ne peut pas faire... Enfin, ce patchwork était choquant pour tout esprit. Parce qu'il parle de la société de Tulé qui est historique, mais aussi de la société d'Uvril qui ne l'était pas. Oui, la société d'Uvril. Un grand écart éditorial qui est un peu casse-gueule. Ouais. C'est une sorte de... Encore une fois, on peut prendre en grande partie les éditoriaux, enfin les articles de présentation de Berger dans la Bibliothèque mondiale, on trouve une grande partie du Matin des magiciens. Simplement, le Matin des magiciens, il est mis en forme, malgré les défauts, de manière très habile par Powell, qui a une plume, hein, qui donne une espèce de... Il arrive à donner une espèce de cohérence à ce livre qui est incohérent. Il est incohérent, ce bouquin, totalement. Mais il joue sur un besoin... c'est vrai que la formule... réalisme fantastique est bien trouvé. Je crois que ça répond à une demande aussi du temps. La preuve, hein, sinon ça n'aurait pas le succès que ça a eu, et puis Planète a quand même eu un certain succès. Ça répond à une espèce de demande du temps. Il faudrait se replonger dans la France des années 50, hein, et du tout début des années 60, voilà, l'ambiance qui règne, etc., et voir qu'il y a quelque chose qui manque. Hein. Enfin,
Il manque quelque chose. Pourtant, c'est une époque où il y a un renouveau. Enfin, renouveau. Il y a un intérêt assez fort. Il y a un intérêt très fort pour les sciences. Il y a un intérêt très fort pour l'ésotérisme. C'est une période aussi où beaucoup de gens il y a beaucoup d'intellectuels qui sont fascinés par l'ésotérisme en France à cette époque-là. C'est considérable. On nous présente toujours cette époque comme une époque de matérialisme dur et tout ça. Je ne sais pas s'il y a des gens qui disent ça ou regardent un peu ce qui était publié à l'époque, mais il y a une fascination pour l'ésotérisme qui est absolument considérable et dans des milieux intellectuels très raffinés. Les derniers surréalistes y participent un peu. Enfin, il y a toute une partie de l'intelligentsia française est fascinée par l'ésotérisme dans les années 50. Donc finalement, le Matin des magiciens qui popularise d'une certaine manière l'ésotérisme, en évitant justement d'aller trop chercher du côté des trucs bateaux à l'horoscope, etc. Ils vont chercher des trucs plus subtils, plus curieux, plus bizarres, et ils le relient à la science. C'est cette espèce de mélange contre nature. Il y a une version pour l'occultisme, de temps de garde. Oui, mais ça... Citez-moi des occultistes qui ne mettent pas les gens en garde contre l'occultisme. Là aussi, on est dans une espèce de jeu de fascination. Toute personne qui s'intéresse à l'occultisme, la première chose, les trucs qu'elle lit, c'est attention, c'est très dangereux, etc. Tout ça. Qui y croit? Les gens, c'est un jeu, c'est une espèce de jeu. Les gens entrent là-dedans, les sociétés secrètes, les rituels, ça a toujours très bien marché. Et je crois que ils ont senti l'air du temps, ils ont fait un cocktail ils l'ont bien senti. Une demande. Période d'après-guerre, il y a le traumatisme quand même de la guerre. Voilà, mais politiquement, c'est quand même très verrouillé, socialement. Oui, c'est la société un peu. Voilà, ah oui, c'est une vieille société qui. Et peut-être plus. Alors, le Matin des magiciens a ce succès considérable que nous connaissons. Et je pense que Planète a joué un très très gros rôle aussi après. Très très gros rôle, parce Planète a donné ce que n'a pas donné, ce que ne pouvait pas donner le Matin des magiciens, cet aspect visuel. La revue Planète, c'est une revue qui est assez belle. Il faut regarder les revues de l'époque aussi en même temps et se rendre compte qu'elle est assez jolie. Il y a une mise en page, c'est quelque chose d'assez beau. Il y a beaucoup de photos, beaucoup d'illustrateurs, beaucoup de dessins. Il y a quelque chose qui va faire surgir comme ça de l'art fantastique auprès d'un public qui ne le connaissait pas. C'est vrai qu'il y a un soin apporté, il y a une dimension esthétique, il y a un soin journalistique, même en termes de maquette. Etc. Oui, c'est ça, oui, la maquette est très réussie. Moi, je pense que la maquette est très très réussie. Elle confère aussi un aspect, si j'ose dire, sérieux, c'est-à-dire au sens où on va vous parler de choses fantastiques, mais sérieusement, on ne se moque pas de vous. Regardez comme c'est présenté. Tout est pris au sérieux, au sens où on ne se moque pas du public. En tout cas, on prétend lui présenter quelque chose de soigné. C'est pas évident à l'époque, au niveau grand public, d'avoir un objet comme ça qui est soigné et je parle de la revue de Planète, et qui s'adresse à un public relativement large. C'est soigné. Ça n'a rien à voir avec les cahiers astrologiques non, ça fait sérieux, Planète. C'est Umberto Eco qui remarquait que c'était une des seules revues de l'époque un peu luxe, entre guillemets, qui a réussi à s'imposer auprès d'un très large public. Oui, tout à fait. Déjà, ils ont trouvé des choses différentes. C'est un format livre, c'est fait pour rester dans la bibliothèque. C'est ce qu'ils expliquaient, c'était une revue de bibliothèque. Donc je pense qu'il y a eu un très très beau travail de maquette, et là, il y a eu je ne pense pas que ce soit la faute de Bergier, encore que on peut trouver il a dû faire des suggestions, il a vu des choses qui l'intéressaient. Là, on est plus du côté de gens que Prouès a trouvé. Il a trouvé des personnes qui étaient des doués. Il en reste d'ailleurs des survivants. Je crois que on va dire une bêtise,
le type qui faisait les maquettes de Planète et compagnie, dont je viens d'oublier le nom. Enfin, c'est Chapelot, je crois. Ouais. Ah, je me trompe peut-être non, peut-être qu'il est décédé. Je pense qu'il est décédé. Par contre, il y a Mousseau qui est. Ouais, parmi les... Vous avez peut-être contacté ou. On les a contactés via la revue Orbs. Voilà, la revue Orbs, oui. Et sur l'aspect influence sur la société justement de l'époque, certains pensent que Planète, le réalisme fantastique, a préparé un peu les esprits et le terrain pour les événements de 68. Est-ce que vous rejoignez cette analyse? Oh bah oui. Enfin, en tout cas, ça y a forcément participé de manière, je pense quand même assez forte. J'ai l'impression, enfin, il faut avoir, je pense là pour les souvenirs des gens de l'époque et demander vraiment aux gens qui achetaient Planète à l'époque. Ça a été fait des fois un peu, il y a eu quelques travaux là-dessus. Je pense des articles. Il y a un bouquin sur Planète, enfin un petit essai qui a été publié à l'Œil du Sphinx. La thèse de Clotilde Cornu. Clotilde Cornu. Ouais. J'espère pas écorcher son nom. Qui avait fait un travail là-dessus. Il y a eu quelques travaux tout de même. Oui, j'en suis persuadé. Ça a eu un succès. Parce que ça a attiré. J'ai l'impression que la société du temps, hein, elle est quand même. Ça, c'est pour les années, je dirais le début des années 60. C'est très verrouillé. C'est encore une vieille société. C'est la société gaulliste. Enfin, un peu. Voilà, on est. Oui, c'est vraiment le système patriarcal à l'ancienne. C'est encore la société presque agricole française, pas loin, où on est encore. C'est encore une société. C'est un monde encore très verrouillé. Hein, même s'il y a des mouvements qui se veulent très mystico-révolutionnaires, si on veut. C'est aussi l'époque de... Oui, c'est l'époque de Gurdjieff et compagnie. C'est le grand jeu de... Dans du phénomène élitiste ou et voilà, mais ils sont... Oui, c'est ça, ils touchent très peu de gens. Hein, ces mouvements-là... c'est le côté culture de masse qui est... Exactement, c'est la culture de masse. Ça touche beaucoup de gens. Ça touche beaucoup de gens. Et puis ça ne rejette pas, c'est très important. Ça parle comme ça un peu de mystique, de phénomènes psychiques, d'ouverture au monde, etc. Et ça parle de science aussi, hein, même si ça a été beaucoup, on a beaucoup dit que c'était anti-science, ce n'est pas vrai, c'est pas anti-science du tout. Non, et justement, ça fait la fusion, hein, ça fait la jonction. C'est ça qui est fort, c'est réussir à faire cette jonction entre un certain mysticisme, si on veut, on peut appeler ça comme ça, et un certain scientisme en même temps. Les deux. Ça, c'était gonflé de réussir ça. Oui, c'est pertinent encore aujourd'hui, quoi, quelque part. C'est pertinent encore aujourd'hui. Je crois qu'à l'époque, c'était choquant. Hein. Aujourd'hui, on s'étonne de quoi aujourd'hui? Mais à l'époque de Planète, ça soulevait des discussions âpres. Les gens se disputaient sur ça, parce que c'est un monde quand même verrouillé. Hein. Alors justement, qu'est-ce que vous pensez de l'idée qui est un peu la nôtre à travers ce projet, de réactiver l'approche de Planète aujourd'hui sur des thématiques et des enjeux contemporains et qui concernent l'avenir proche, notre avenir proche? Moi, je suis plus... Moi, ce qui m'intéresse... vous savez, je suis très intéressé par le personnage de Bergier, toute l'influence qu'il a eue, et puis bon, sa manière d'être là au milieu de ça. Moi, j'ai l'impression que... Enfin, il y a plusieurs choses. Aujourd'hui, il est évident qu'il y a un regain d'intérêt, la preuve, on est là pour ça. Hein, et vous parlez par exemple de la revue Orbs, qui essaye de relancer un peu quelque chose qui ressemblerait à Planète. Hein. Il y a les travaux variés et divers, dont les miens propres, où j'aurais réuni les articles de Bergier. On fait exprès à l'Œil du Sphinx de leur donner un aspect qui ressemble à la revue Planète. Donc c'est bien la preuve d'une fascination, d'un hommage. Hein, voilà. Bon, mais ça, ce serait plus un aspect historique. Hein.
Et je pense un aspect historique, il faut réévaluer cette espèce de mouvement, hein, qui a longtemps été regardé comme une espèce d'anomalie. Hein, bon. Il faut reconnaître la valeur épanouissante que ça a eu pour beaucoup de gens, y compris des gens après qui s'en sont totalement séparés, hein, c'est pas la question, mais ça a beaucoup fasciné beaucoup de gens. Mais je crois tout de même que là, je parlerai plutôt d'un aspect, alors l'aspect recherche historique, l'aspect reconnaissance, un aspect un peu nostalgie, il y a aussi quand même une question de génération. Des gens qui ont lu Planète, maintenant ils sont plus vieux et tout ceci remonte, tout ceci revient. Hein, on lisait Planète quand on avait 15 ans, 20 ans, aujourd'hui... Le côté Madeleine. Oui, mais la Madeleine, elle est forte. Hein. Surtout aujourd'hui, il y a quand même des Madeleines, les Madeleines se multiplient quand même. Et je pense que Planète le matin des magiciens, peut-être plus Planète, parce qu'au fond, je pense que c'est parce qu'il y a eu un suivi. Hein. C'est parce qu'il y a eu Planète après. Planète et même le nouveau Planète, hein, ça a entretenu la flamme et l'intérêt. Et c'est dans Planète et le nouveau Planète où justement il y a cette promotion d'artistes, alors d'écrivains, souvent anglo-saxons, de fantastique et de science-fiction, évidemment d'illustrateurs aussi, c'est considérable. Il y a beaucoup de grands dessinateurs qui ont fait leurs premières armes dans Planète. Un autre élément aussi qui est un peu négligé parce qu'on les critique beaucoup, les fameuses anthologies Planète, qui avait un peu le format de la revue mais épaisse, tout ça. Il y a tout de même dedans des choses assez étonnantes, même si on peut critiquer le travail éditorial. Il y a notamment l'anthologie sur la bande dessinée faite par Jacques Sternberg. C'est la première fois que quiconque, universellement, songe à faire une anthologie de bande dessinée. Quoi, une anthologie de bande dessinée? C'est une des anthologies Planète, ça c'est un truc qui n'existe nulle part. Des jalons importants. Voilà, oui, puis c'est des choses qui, encore une fois, sont très bien présentées, sont belles, sont des beaux objets, et c'est une vitrine d'un monde que le public découvre. Je crois que ça rejoint un petit peu la préparation de 68, tout ça aussi. Ça donne un aspect sérieux à des domaines qui n'étaient pas regardés, soit qui étaient très marginaux et n'intéressaient effectivement qu'une petite élite, disons, d'allumés de la spiritualité, soit des choses très populaires dont on ne voyait pas la valeur. Autour de Planète, il y a cette idée que ça a une valeur artistique, ça a une valeur intellectuelle, ça a une valeur de savoir, ça a une valeur spirituelle, et nous vous le présentons dans un écrin qui le mérite. Il y a le côté aussi ouverture des imaginaires et encourager l'esprit critique aussi, peut-être, qui a participé. Oui, ça c'est l'aspect très... je pense que c'est ce que Berger aurait aimé, si on a bien compris. Il a vraiment voulu que ce soit Planète sur un truc très fortéen. Hein. Donc on s'intéresse aux anomalies du monde et on creuse dans ce qui est mystérieux. Mais moi je pense que, encore une fois, en feuilletant les Planètes, je suis frappé par la beauté esthétique. Et je pense que ça a beaucoup marqué. Parce qu'on peut lire des textes du même type ailleurs, dans d'autres supports, avant même. On ne va pas les retenir parce qu'au fond, là, il y a une espèce de présentation. Tout d'un coup, ça devient beau en même temps. Et puis il y a tout le mouvement qui va autour quand la revue a du succès, c'est-à-dire les conférences Planète, les ateliers. C'est quand même pas toutes les revues, même qui ont du succès, qui génèrent ce type. Oui, non, tout n'y arrive pas. Il y a des imitations d'ailleurs. Le format Planète est imité ensuite par certaines revues qui essayent de surfer sur cette apparence, cette espèce de beauté. Oui, je trouve que c'est assez beau. Je pense que ça a joué. Pour moi, je pense que ça a joué. J'exagère peut-être la portée de ça. Moi, je pense que Planète, en tout cas, a mis en avant des artistes, beaucoup d'artistes graphiques, en tout cas une idée graphique qu'on va retrouver ensuite après dans la bande dessinée avec un journal comme pilote. Hein.
hein, où là aussi il va y avoir une explosion un petit peu après. Là, on va être à la fin des années 60, hein, mais puis bon, c'est mai 68 qui est arrivé. Mais pour moi, il y a une espèce de prolongement. Hein, il y a une espèce de prolongement, à mon sens. Hein, oui, puis là, Métal Hurlant, vu comme ça. Voilà, et après encore Métal Hurlant. Et c'est Hein. digne descendant de... Ben derrière, il y a des personnages comme un personnage important, c'est le moins qu'on puisse dire, comme Philippe Druillet, a été quelqu'un qui a été fasciné par Jacques Bergier, qui était un ami personnel. Hein, il a été, et on connaît la carrière de... On connaît la carrière de Druillet. Voilà, si on suit des personnages comme ça. Mébius, il fait partie aussi des fondateurs dont on devrait avoir d'ailleurs quelques dessins. C'est un des fondateurs de Métal, ouais. Notamment. Qui était proche de Bergier à une époque apparemment. Oui, bien sûr, oui. Oui. Et justement aujourd'hui. Et là, il y avait un mouvement il y avait un bouillonnement, hein, dont on n'a pas parlé, mais qui était dans ces petites librairies, La Balance, l'Atome, les trucs comme ça, où que Bergier fréquentait, où tous ces personnages le croisaient Bergier. Et il leur faisait découvrir des auteurs que personne ne connaissait, il leur racontait des histoires extraordinaires. Je pense j'aurais dû demander, je crois bien que pour Philippe Druillet pense que Bergier a bien correspondu avec Lovecraft. On lui posera la question sur Lovecraft. Et justement, on s'interroge aussi à travers ce projet à la question de l'occultation de ce mouvement aujourd'hui, parce que aujourd'hui, dans le grand public, et notamment parmi les nouvelles générations, il y a très peu de gens qui ont lu Le Matin des Magiciens, qui ont vraiment connaissance de Planète ou du réalisme fantastique, alors que les thématiques que le réalisme fantastique a développées se retrouvent un peu partout dans la culture populaire. On en parlait tout à l'heure, aussi bien dans les séries télé que dans... Enfin voilà, sur le net. Mais encore une fois, je crois. Cette dilution, je pense que ces thématiques-là, en fait, elles étaient déjà présentes, même largement avant Le Matin des Magiciens. Enfin, moi qui fréquente beaucoup la littérature populaire française du 19e et d'avant, on va dire, jusqu'à la guerre, jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale. Quand on lit les romans d'aventure, des personnages un peu extraordinaires, les romans à la Jean de la Hire, avec son personnage du Nyctalope, qui est une espèce de justicier français, ces choses-là, etc. C'est frappant de voir à quel point il y a dans ces aventures un mélange de science. Toujours le héros a toujours des engins, se déplace dans des avions aux performances formidables, des sous-marins prodigieux, va sur la planète Mars avec des vaisseaux spatiaux fonctionnant aux ondes électromagnétiques et autres, etc. Et en même temps, il y a dans ces romans un appel à l'ésotérisme. Il y a toujours quelque part un sorcier, il y a toujours un manipulateur psychique, on voit que ce double aspect science et ésotérisme, curieusement, il est présent. Il y a des télépathes, il y en a sans arrêt des télépathes, il y a toujours des personnes qui ont des pouvoirs, qui perçoivent quelque chose qui s'est passé. Ça date pas de Bergier et Powell, hein, le 19e siècle est rempli de partisans du magnétisme humain. Enfin, c'est une époque. Balzac se passionne pour ça. Enfin, tout le monde, Victor Hugo, tout le monde. Magnétisme animal, c'est une chose qui est évidente au 19e siècle. C'est parce qu'on ne lit pas assez nos classiques, hein, mais tous ces auteurs-là étaient passionnés par ça. Il n'y a pas. Du côté de Maupassant, mais oui, mais encore plus, bien sûr. Le Horla, par exemple, et d'autres textes. Le Horla de Maupassant, c'est un petit manifeste aussi sur les forces psychiques. Il ne faut pas s'y tromper. On a toujours une impression du 19e siècle. Mais chez Hugo, quand même, il faisait tourner les tables et il parlait avec Dieu, quand même. Hein. C'est pas. C'est Victor Hugo, par ailleurs. Hein. Mais le 19e siècle est imbibé de ça. Alors, parallèlement, c'est le siècle du positivisme, rationalisme. Oui, mais bien sûr. Et Camille Flammarion, il traquait les fantômes et il observait les étoiles. Hein.
C'est des hommes, et c'est des personnages qui ont eu une influence. Camille Flammarion a fait découvrir l'astronomie à tout le monde. Et c'est des personnes qui ont. Je crois qu'on a une vision faussée là-dessus. Ça a toujours coexisté. Par contre, la fusion ne se fait pas. D'un côté, il y a la science sérieuse. De l'autre, il y a des rêveries sur le psychisme et sur la mystique éventuellement. Ça se poursuit assez loin ce mélange, parce que par exemple celui qui a fait sur les autres mondes, là son nom m'échappe, Claude Rudeau. Oui, bien sûr. Il y a à la fois une interprétation artistique, une Oui. projection. Avec Oui, des qui fait du images. space art avant qu'on appelle ça le space art. Voilà, exactement. Et en même temps, c'est quelqu'un qui a une approche scientifique à la Flammarion. Absolument, mais, Voilà, et ça pose pas de problème à l'époque. ça pose pas de problème. Disons que pour certains personnages, ça fonctionne. Mais c'est vrai qu'on a l'impression que c'est un peu schizophrène. Hein, on désire ne retenir qu'un aspect de ces personnalités. Hein, voilà. Et dans Le Matin des magiciens, peut-être qu'il y a cette volonté de le mettre au grand jour, c'est-à-dire de dire, mais si, regardez, les savants se passionnent pour les phénomènes de l'esprit, pour la télépathie, pour... une volonté d'initiation. Mais, alors, voilà, peut-être cet aspect-là. Mais pour moi, ce qu'on voit aujourd'hui n'est pas du tout nouveau. Les thématiques, par exemple, quand on a eu les X-Files, qui ont eu un si grand succès en France, enfin pas seulement en France, parce qu'il y a eu beaucoup de succès, on a beaucoup parlé, pour, contre, j'ai aimé beaucoup, pas. Mais les thématiques, c'était des vieilles thématiques, enfin, qui étaient piquées aussi dans l'actualité, dans les thématiques des années 30, 40, 50 des États-Unis. C'était pas des choses nouvelles du tout. Rien de tout cela n'était nouveau. L'intérêt pour la télépathie, il existe. Encore une fois, le 19e siècle, tout le monde ne parle que de ça. Et ça revient. Il y a une mode, on n'en parle plus, on laisse tomber. Il y a l'Institut métapsychique international qui existe toujours. Il y avait des gens extrêmement brillants qui en faisaient partie. Il y a le français aussi. On espère exposer leur moulage. Il y a le français aussi qui existe toujours.